14 mars 1722. Jean-Baptiste Château, ancien capitaine du vaisseau le Grand Saint-Antoine, est enfermé depuis 17 mois au château d'If. Que lui reproche-t-on? La mort de près de la moitié de la population de Marseille et de Provence dans la dernière grande peste d'Europe. « 14 mars 1722. Jean-Baptiste Château, ancien capitaine du vaisseau le Grand Saint-Antoine, est enfermé depuis 17 mois. Au château d'If. Que lui reproche-t-on? La mort de près de la moitié de la population de Marseille et de Provence dans la dernière grande peste d'Europe. Depuis 17 mois, je suis enfermé dans le château d'If, sans information d'un procès. Selon vos ordres, le Grand Saint-Antoine a été brûlé près de l'île du Jaron. Et toutes nos marchandises sont passées par le feu. Je sais les souffrances et la faim qu'ont vécu des milliers de gens, mais est-ce directement ma faute? Que me reproche-t-on? N'ai-je point rempli convenablement ma mission? Jean-Baptiste Château a été libéré sans procès le 3 août 1723. Jean-Baptiste Estelle, premier échevin, a été anobli pour acte de bravoure au plus fort de l'épidémie de peste. Plus de 100 000 personnes sont mortes à Marseille et en Provence entre 1720 et 1723. Bonjour. Mercedes, j'ai beaucoup de peine pour toi, mais cette fois c'est confirmé. Le pharaon est considéré comme définitivement perdu.
Qui t'a dit ça? Le pilote du port. Je ne le crois pas. Je ne crois personne. D'ailleurs, le pilote du port, depuis que sa femme le trompe, il voit des malheurs partout. Monsieur le grand maréchal, vous attendiez le capitaine d'Arneville, commandant le Pharaon. En effet. Il est mort il y a aujourd'hui une semaine, rade de Tarente, une mauvaise fièvre. Voici ce qu'il m'a chargé de vous remettre. Ah, ce brave d'Arneville. J'avais l'intention de lui demander un service. Oh, rassurez-vous, pas de politique. À Paris, on nous accuse de conspirer. Eh bien, nous ne conspirons pas, monsieur. En voici la preuve. Lisez. Si, lisez. Monsieur, conformément à votre commande, les 50 barriques de vin blanc et les 50 de vin rouge seront embarqués le 28 février par un armateur de Livourne. Le Grand Saint-Antoine est à Livourne, en Italie, où là, les autorités sanitaires font savoir que les personnes qui sont mortes à bord du Grand Saint-Antoine ont été atteintes de, je cite, fièvre maligne pestilentielle. C'est la peste, ça? Ou ça n'est pas la peste? En gros, c'est contagieux ou ça n'est pas contagieux? Fièvre maligne pestilentielle ne le dit pas. C'était mon 8e voyage aux échelles du Levant, et j'avais pour mission d'acheter les plus beaux tissus d'Orient pour les vendre sur la foire de Beaucaire. Partis de Marseille le 22 juillet 1719, nous avons bravé les tempêtes et touché les ports du Levant. Les cales du Grand Saint-Antoine étaient remplies de 870 balles d'étoffe, de soierie, de laine et de coton. Jean-Baptiste Château est l'un des 4 armateurs du Grand Saint-Antoine qui ont investi 300 000 livres dans ce voyage. C'était pour eux le grand coup, la promesse de faire fortune après la revente. Accueillant pour le royaume de France la majeure partie des navires venant du Levant, Marseille était le principal port méditerranéen français au début du XVIIIe siècle. Nos documents sanitaires présentaient des patentes de santé nettes, témoignant que les villes de Séide, de Sour et de Tripoli étaient sans aucun soupçon de peste, ni de maladie contagieuse. Pour le retour, nous avons embarqué 15 passagers à Tripoli. L'un d'entre eux, un Turc, est mort avant d'atteindre Chypre. Entre Larnaca et Livourne, nous avons eu 8 autres... Mais le Grand Saint-Antoine est à Livourne, en Italie, où là, les autorités sanitaires font savoir que les personnes qui sont mortes à bord du Grand Saint-Antoine ont été atteintes de, je cite, fièvre maligne pestilentielle. C'est la peste, ça? Ou ça n'est pas la peste? En gros, c'est contagieux ou ça n'est pas contagieux? Fièvre maligne pestilentielle ne le dit pas. Qui le fera acheminer vers Paris où il compte les livrer vers le 20 mars. Vous voyez, nous en sommes réduits à faire du commerce. Monsieur le grand maréchal, C'est la lettre que je voulais demander au capitaine d'Arneville de faire parvenir à notre correspondant. Monsieur le grand maréchal, on m'a chargé de vous remettre une lettre. Je l'ai remise. Ma mission est terminée. Soit, n'en parlons plus. Ne vous dérangez pas. Monsieur l'officier, depuis que vos bateaux battent pavillon à Fleur-de-Lys, ils font toujours un grand détour pour éviter l'île d'Elbe. On dirait que je fais peur à tout le monde avec mes 500 soldats, mes 4 canons et mon drapeau tricolore. Sire, je dois vous dire... Voilà pourquoi je suis heureux de voir ici un marin français. Présentez-vous. Edmond Dantès, commandant le Pharaon. Dantès. J'ai connu un Dantès. Il était... C'est une chose complètement aberrante.
L'expédition d'Égypte est probablement l'expédition la plus folle de l'histoire de France. À peine débarqué, Bonaparte s'empare sans difficulté d'Alexandrie. Et le 3 juillet, il part avec ses troupes pour le Caire. L'Égypte fait partie de l'Empire ottoman depuis des siècles et sa cavalerie est composée de féroces guerriers, les Mamelouks, qui ont une réputation redoutable dans tout le Proche-Orient. C'était à l'origine des esclaves venant du Caucase et qui formaient la garde du sultan. C'est contre ces guerriers que l'armée de Bonaparte va se battre. Comme avant chaque bataille, Bonaparte va adresser une proclamation à ses troupes. Les mots qu'il leur dit ce jour-là resteront célèbres. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » C'était une rencontre entre l'Europe de l'avenir et l'Égypte du passé. En 1 heure, la bataille des pyramides est gagnée. Les Français ont perdu 30 hommes. Les Mamelouks, probablement 5 à 6 000. Bonaparte. Un terrible coup de semonce allait mettre fin à ses rêves. 10 jours après la victoire des pyramides, un certain amiral Nelson cerne l'escadre française en rade d'Aboukir et la détruit. Bonaparte et son armée de 35 000 hommes sont désormais coincés sur le sol égyptien. Et il est venu en Égypte à la tête d'une armée. Il se trouve, du jour au lendemain, à la tête d'une nation. Et pas n'importe quel pays. C'est l'Égypte. Le Directoire avait donné à Bonaparte le commandement d'une expédition militaire et scientifique. C'est cette partie scientifique de la mission qui sera à coup sûr la mieux remplie. Les savants de toutes disciplines qui l'ont accompagné vont accomplir une œuvre incomparable de topographie et de classification. Le catalogue descriptif de l'Égypte qu'ils vont réaliser, texte et illustration, n'a sans doute son pareil nulle part. Toutes les disciplines sont concernées, zoologie, archéologie, musique, rites funéraires, sculpture, peuplement. Et cette découverte, qui aura des suites considérables, la pierre de Rosette, grâce à laquelle Champollion parviendra bientôt à déchiffrer l'écriture égyptienne. Le 14 février 1799, Bonaparte part avec 14 000 hommes pour conquérir la Syrie. Le sultan turc a en effet déclaré la guerre sainte contre les Français, et Bonaparte, comme d'habitude, prend les devants. Il enlève Jaffa sans coup férir avant de faire le siège de Saint-Jean d'Acre. Les assauts successifs contre la ville échouent et les pertes françaises sont lourdes, bientôt aggravées par la peste. Monsieur le grand maréchal, je prends la lettre. Mais vous ne mettez pas d'adresse? On viendra la prendre chez vous. On saura qu'elle est chez moi. Bien sûr, puisque vous remplacez Darneville. Et qui viendra? Un certain monsieur Noirtier. Noirtier. D'ailleurs, le temps est beau. En partant tout de suite, vous serez à Marseille après-demain matin.
Monsieur Morel! Ça y est! Il arrive! Monsieur Morel! Il arrive! Qui arrive? Mais bien sûr, le pharaon! J'ai été condamné à la prison perpétuelle, en France et en Italie. Pour quel motif? Le même partout. J'aime la liberté. Vous conspiriez? Oui, contre tous les tyrans. Et je continue. La haine, ça rend fort. Ça empêche de vieillir. Mais toi aussi, tu es un prisonnier politique, puisque tu es au château d'If. Eh bien, tu me parleras de tes ennemis, et je te parlerai des miens. Nous bâtirons ensemble des projets de vengeance. Je n'aime pas la vengeance. Quand la vengeance est au service de la justice, il n'y a rien de plus beau sur la terre. Et de qui pourrais-je me venger? Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai même jamais été jugé. J'ai été amené ici sans explication. Par ordre de qui? Oh, personne n'a voulu me le dire. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Nous trouverons. Et si tu ne mens pas, et tu ne mens pas, nous punirons les coupables. J'ai usé mes forces à combattre l'injustice. Eh bien, je reprendrai la lutte avec toi. Et nous en aurons les moyens. Car retiens bien ce que je te dis. Ce prisonnier en haillons que tu as devant toi est peut-être l'homme le plus riche du monde.